Voilà, bonjour, merci à tous de votre présence. Donc, ce qu'on va essayer de faire là maintenant, c'est de reparcourir l'exposition que Patrick Chamoiseau vient de présenter brièvement, mais à travers le prisme de la littérature et de sa littérature, évidemment, en particulier. L'idée étant de se demander comment, dans son œuvre, finalement, ces trois étapes, si on peut dire, de la créolisation ont trouvé forme dans son écriture, dans sa littérature, puisqu'au fond, je pense que l'exposition raconte un processus plus général, mais que, évidemment, ce processus se retrouve en fait incarné dans les romans de Patrick Chamoiseau. Et on peut dire que tout commence, plus que paradoxalement, par une situation proprement impossible. C'est que, il faut savoir, c'est un fait historique, mais on le trouve par exemple aussi nommé dans le cahier d'un retour au pays natal de Césaire. Et puis là, je vous ai montré à des années d'intervalle, donc c'est quelque chose qui est continu dans la littérature de Patrick Chamoiseau. Ce fait historique que la langue, pour les esclaves jetés au fond de la cale du bateau négrier, a souvent moins signifié l'organe de la parole que l'instrument du suicide. C'est-à-dire que des esclaves au fond de la cale ou jetés dans des cachots, à qui il ne restait rien et qui voulaient absolument et exclusivement en finir, eh bien, n'avaient d'autre moyen que d'avaler leur propre langue et de se suicider en avalant leur propre langue. Et je pense que ce fait n'est pas du tout, évidemment, anecdotique et anodin, et que donc, on part d'une situation impossible. Comment quelque chose comme une littérature pourrait-elle émerger lorsque son histoire, c'est pas au commencement était le verbe, mais au commencement était une langue qui n'est pas un instrument de langage, mais un garrot. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu as affronté cette question-là? Et par exemple, je me souviens t'avoir entendu dire une fois, à propos du roman qui s'appelle Un dimanche au cachot, que tu avais créé une situation littéraire impossible. Est-ce que tu peux peut-être partir de ça? Oui, c'est-à-dire que la cale du bateau négrier, qui est le lieu d'une horreur totale, hein, que j'ai toujours refusé de décrire, même Césaire, dans le cahier d'un retour au pays natal, je crois que c'est la première apparition d'un saisissement de la réalité de la cale du bateau négrier, en quelques lignes. Hein. Il va définir et puis il va continuer le chemin. Et puis Glissant va revenir sur cette réalité de la cale qu'on avait tendance à limiter simplement à une sorte de transbordement. Il ne s'agit pas... On a beaucoup considéré l'idée de la négritude qui était pour la reconstitution identitaire et culturelle des Antilles, aller retrouver la source mère, les valeurs nègres, et puis les restituer aux Amériques et aux Caraïbes, quelque chose qui passait par-dessus la cale du bateau négrier. C'était aussi considéré que le bateau négrier constituait une sorte de transbordement d'hommes africains, de petits morceaux d'Afrique, de culture africaine qui étaient déposés dans les Amériques et qui allaient se retrouver comme ça, on dirait, en adaptation dans le nouveau milieu. D'ailleurs, toute l'anthropologie des années 50 va consister à chercher les petits morceaux d'Afrique qui se sont maintenus, qui se sont adaptés à la réalité américaine. Mais Glissant donc va aller plus loin et sur cette idée du simple voyage d'un bateau qui va transborder des gens, il va introduire la notion de la cale, cette notion du gouffre. Et ce phénomène qu'ils ont beaucoup décrit, et Césaire l'a décrit, tout le monde un peu décrit les esclaves qui se suicident par leur langue, c'est vraiment le signe que ce qui se passe là-dedans est vraiment terrible. D'abord, on mélangeait les esclaves pour éviter qu'ils s'entendent trop, donc il y a plusieurs langues d'ethnie dans la cale du bateau négrier. Mais ce qui va se produire, c'est que la langue ne sera plus fonctionnelle, la langue parlée ne sera plus fonctionnelle, parce qu'on a beau supplier, on a beau prier, on a beau mobiliser toutes les certitudes, quand on se retrouve dans la réalité de la cale du bateau négrier, rien ne tient, aucun dieu ne répond, aucune prière ne fonctionne, aucun symbole ne peut expliquer ce qui se passe dans la cale du bateau négrier. Et comme l'être humain
vit à 80% dans son imaginaire, cet effondrement de toute la structure symbolique de leur imaginaire va entraîner, bien plus que les mauvais traitements, que les douleurs, les entassements, va entraîner la disparition, la mort et bien sûr le suicide. Et beaucoup utilisaient la langue, qui devenait du coup presque inutile en termes d'expression, vont utiliser la langue pour mourir et refuser la nouvelle réalité. Mais ce qui va se produire, c'est que le gouffre va entraîner une dislocation de toutes les certitudes ancestrales. Donc on a des hommes qui relèvent d'une culture atavique, qui ont des systèmes symboliques, qui ont des systèmes linguistiques, qui ont des systèmes religieux, qui ont même intériorisé par des scarifications et toute espèce de chants, de rituels qui vont rester un peu dans leur corps. Tout cela va se retrouver complètement disloqué, effondrement total dans le gouffre du bateau négrier, ce qui fait que ceux qui arriveront à survivre au bateau négrier devront d'une certaine manière renaître. Donc cette symbolique-là, on la retrouve chez Glissant. C'est lui le premier qui va considérer la cale comme le lieu de ce qu'il va appeler une digenèse. Une digenèse, c'est-à-dire une genèse en diversité. Dans une communauté traditionnelle humaine, lorsque des êtres humains sapiens, s'ils voulaient légitimer sa possession d'un territoire, le groupe de sapiens racontait une histoire. Cette histoire était généralement une genèse, donc une genèse. Ensuite, il y a un mythe fondateur. En plus, il y a tout un récit historique. Et ce récit historique légitimait la présence du groupe de sapiens de manière divine. C'est presque un vœu divin, un vœu sacré qui autorisait leur implantation et leur possession du territoire. Dans la digenèse, on n'a pas ce qui va se produire dans les cultures ataviques, on n'a pas les absolus, on n'a pas d'absolus linguistiques, puisque dans les Amériques, plusieurs langues vont se retrouver, on n'a pas les absolus phénotypiques, on aura les métissages avec toutes les couleurs, une famille antillaise et un arc-en-ciel de couleurs, on n'aura pas le monoculturalisme, c'est vraiment un mélange actif et conflictuel, antagoniste de traces culturelles, celle du maître, celle des esclaves, celle des Amérindiens qui sont génocidés, celle des immigrants. Donc on a véritablement une sorte de magma anthropologique. On est vraiment dans une réalité composite qui est très très particulière. Il n'y a pas de genèse, ou alors il faudrait prendre les genèses des Amérindiens, les genèses de toutes les ethnies africaines, ceux des Européens. Trop de genèse tue la genèse. Et non plus, il n'y a pas de mythe fondateur, il faudrait mobiliser presque tous les mythes fondateurs. Donc on est vraiment dans une réalité qui a été très très difficile à penser et que Glissant a essayé de penser. Donc dans la cale va se produire, la cale va devenir pas seulement le lieu de la mort, de la honte, de la souffrance, etc. Il y a un phénomène anthropologique qui sera le début d'un surgissement anthropologique différent qui va se concrétiser dans la plantation, dans la matrice plantationnaire. Donc au départ, ils avalent leur langue, ils se suicident, ceux qui ne peuvent pas supporter, et ceux qui peuvent le supporter sont prêts à renaître d'une certaine manière. Et est-ce que tu dirais du coup que quelque chose comme une renaissance va se faire au fond peut-être par les rythmes, qui serait une sorte de stade pré-langagier, quoi? Oui, donc du coup, avec ce diagramme du gouffre qui est appliqué à la cale du bateau négrier, on comprend bien que celui qui arrive vivant aux Amériques, il ne débarque pas avec toute une culture complète, un système symbolique complet. Il va débarquer avec des traces. Il n'a pas de bibliothèque, il n'a pas d'outils, il n'a pas d'instruments, il n'a pas de vêtements. Tout ce qui lui reste peut-être, ce sont des scarifications qui sont l'inscription dans la chair et dans le corps de l'ordre symbolique ancien. Mais bon, s'il n'y a pas le système symbolique autour, la scarification ne devient qu'une cicatrice. Donc ils vont se retrouver dans une situation que Glissant va appeler de migrants nus. Il y a le migrant armé que le colonialiste qui vient, les conquistadors. Il y a le migrant domestique familial qui vient avec la famille, les casseroles. Et puis il y a le migrant nu, celui qui n'a rien. Et les Africains vont être les migrants nus. Donc une déconstruction de l'imaginaire, une négation de leur structure humaine, donc une dislocation de la conscience qu'ils ont de leur propre humanité. Donc il faut reconquérir tout ça. Donc ils doivent renaître, mais ils ne peuvent pas renaître avec des blocs culturels communautaires, des organisations symboliques communautaires. Ils vont renaître avec ce qu'ils ont gardé de l'ancien système. Et chaque individu se retrouve à se débrouiller comme il peut avec ce qui lui reste de l'ancien ordre et de l'ancienne certitude communautaire. Et c'est là que quelque chose va fonctionner. Comme ils n'ont rien, ils vont se rabattre sur la mémoire du corps.
parce que le corps conserve. Lorsque dans une communauté archaïque, ancienne, lorsqu'un ordre symbolique se met en place, il se met en place avec différents systèmes, mais il y a une intériorisation du système symbolique par les rituels. À force de répéter les danses, les coutumes, les gestes, etc., même l'excarification, beaucoup d'éléments font qu'on intériorise d'une certaine manière l'ordre symbolique. Et on peut dire qu'il y a une mémoire psychique, il y a une mémoire du corps que les esclaves vont mobiliser pour retrouver leur humanité, en tout cas refuser la déshumanisation qui leur est faite. Et c'est pourquoi le tout premier résistant, et c'est paradoxal, le tout premier résistant va être le danseur. C'est celui qui va essayer de retrouver, dans la mémoire de sa chair, qui va retrouver les danses anciennes, les rythmes anciens, et qui va se mettre à danser. Alors ça paraissait anodin au maître qui les laissait danser, les esclaves pouvaient danser. Beaucoup de chroniqueurs qui visitent les plantations esclavagistes disent « mais ça va, ils ne sont pas tellement malheureux, ils dansent tout le temps ». Mais ils ne se rendent pas compte que la danse est très particulière. D'abord, ça permettait de retrouver les anciens ordres rituels. Il n'y avait plus le système symbolique, mais on retrouvait les danses intérieures. Et ce qu'il y a de puissant dans la danse, c'est que la danse est véritablement une réarticulation d'une réalité psychique intérieure et une réarticulation, une prise de possession de l'espace. Lorsqu'on examine la danse, on voit qu'il y a là de la construction personnelle et en même temps, par tout ce qui est fait, quand on voit les danses de Goka, on va en voir peut-être ce soir ou demain, on verra que c'est à la fois une action sur l'extérieur et sur l'intérieur. Donc le tout premier résistant, c'est celui qui va chercher son humanité et qui a commencé à la reconstruire en dansant. Comme il va le faire, il va mobiliser les rythmes, donc le tambour va apparaître, les musiciens. Donc les deuxièmes résistants, ce sont les musiciens, avec notamment la force du tambour, qui lui aussi est très chargé en termes de sacré, de chic-taille de sacré, parce qu'il n'y a plus de système symbolique qui fonctionne. On a des traces, on a des débris, et tout ça se mélange et va partir en dérive avec d'autres présences culturelles. Donc le danseur entraîne la polyrythmie qui se fait par le tambour, donc toute la polyrythmie africaine revient, et après le danseur, le musicien, il y a le chanteur. Le chanteur qui va commencer à articuler à la fois d'anciens chants, ce qu'il va lui rester des traces de chants et de différentes mélopées, donc il va commencer à restituer, et puis progressivement, il va commencer à articuler des chants qui sont nés de la situation. Et on va voir apparaître après le danseur, le musicien et le chanteur, tout naturellement, du chant, on va passer à la parole, et le chanteur devient le conteur. Dans la langue créole martiniquaise, on ne dit pas je vais te dire un conte, on dit je vais te chanter un conte. Parce qu'au départ, le conteur, c'est un chanteur. Et les contes étaient très largement chantés. Dans tous les contes antillais, on a des parties chantées qui sont très importantes. Donc on voit véritablement que la reconstruction, la reconquête et la résistance à la déshumanisation, la plus fondamentale, parce qu'il y a eu en même temps les premiers nègres marrons qui sont partis dans les forêts, qui ont pris des coups de lac, qui se sont révoltés, qui ont tué des blancs, etc. Et on s'est beaucoup focalisé sur ça et on a eu tendance à oublier cette résistance, ce détour intérieur, cette espèce de présence qui n'est pas visible, que le maître ne soupçonnait pas et qui permettait à ces gens de constituer la résistance la plus fondamentale, qui est une résistance basée sur la création. Donc c'est pourquoi il y a une telle importance de la danse et de la musique aux Antilles, ce sont des sociétés festives. Et parce que ça a été vraiment les lieux de résistance les plus fondamentaux. Le jazz est un espace de résistance, tous les gospels, tout ce qui est lié au tambour. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont mobiliser ce qu'il leur reste en termes de traces de toutes les cultures africaines, puisqu'ils n'ont pas des systèmes entiers. Donc, en plus, il y a des ethnies différentes, donc ça se mélange. Mais ils vont utiliser tout ce qu'il y a autour, les musiques amérindiennes, les instruments amérindiens, et puis, bien sûr, les instruments du maître. Et ça va donner toutes les musiques de la Caraïbe qui sont des musiques, la musique des Amériques, qui sont des musiques valables pour tous, parce qu'elles sont faites à partir de traces. Parce que le trace part en dérive. On a des immigrants dans les Amériques qui chantent jusqu'à aujourd'hui. Leurs descendants chantent de vieilles mélopées du pays d'avant. Alors que les Africains qui sont venus avec des traces, ces traces sont parties en dérive, se sont mélangées. La trace se mélange beaucoup plus facilement que la mémoire atavique. Les mémoires ataviques peuvent créer des traditionnalismes très, très, très fixes. On a encore de vieux chants irlandais ou autres. Alors que dans la trace, on a véritablement
la mobilisation de choses qui peut très très facilement se combiner. Ce qui fait que toute la polyrythmie africaine a d'une certaine manière happé les instruments européens, les rythmes amérindiens et puis tous ceux qui viendront par la suite, et ça donne les musiques des Amériques. Comme tu écris au tout début de Chemin d'école, il y a tout un cycle là. Pour ceux qui, par exemple, qui n'auraient jamais lu Patrick Chamoiseau, moi je conseille souvent de commencer par ça, le cycle d'antan d'enfance, qui est une enfance créole, quoi. C'est un peu comme un Pagnol martiniquais. Évidemment, je ne tiens pas Pagnol pour un écrivain régional, vous m'avez compris. Hein. Voilà. Et au début de Chemin d'école, tu écris le négrillon, donc c'est toi, enfin, le négrillon commis l'erreur de réclamer l'école. Et du coup, alors que arracher ces bribes de paroles arrachées de la cale, de la langue avalée, constitue cette parole qu'on croyait improbable, une langue créole, et arrive l'école, et là, le créole, tout juste sorti de l'enfer, se voit être une langue interdite. Comme si le maître, on pourrait dire, dirait à l'élève, et tu parles souvent de ton mutisme d'enfant, puisque tu parles quand même créole à la maison, le français est là, mais il est pas prédominant. Et voilà que le maître parle français. Donc le maître qui dirait, mais quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles pas, tu as avalé ta langue. Et du coup, voilà, c'est pas si simple. Il suffisait pas d'avoir le créole, puisque la littérature se heurte à un nouvel impossible, c'est-à-dire l'interdiction politique, celle-là, dans le système d'éducation de la langue intime. Donc la cale du bateau négrier donnait cette injonction terrible, où tu avales ta langue ou tu la changes, hein, tu l'utilises pour parler autrement et exprimer autre chose, pour que ton humanité demeure. Donc très rapidement, lorsqu'ils vont arriver dans les plantations esclavagistes, il y a une langue qui est déjà là, une sorte de pidgin, qui est faite des parlers amérindiens, rencontrant tous les parlers européens qui se sont présentés dans l'archipel Caraïbe. Et dans la plantation, il y a une langue fonctionnelle qui va être augmentée par les bribes, la syntaxe africaine, enfin tous ceux qui viendront par la suite. Et il y a le surgissement d'une autre langue, la plus jeune des langues contemporaines, c'est la langue créole. Tous les linguistes d'aujourd'hui sont des créolistes, parce qu'avec la langue créole, on a tous les mécanismes d'une langue toute jeune, toute naissante, et qui permet de comprendre le mécanisme de formation des langues. Mais cette langue va être, qui va servir au conteur, ça sera la langue du chanteur, mais aussi ça sera la langue du conteur qui est fondateur. Il va commencer non pas à articuler des mythes fondateurs, un mythe fondateur, mais sa parole va être le lieu du conte. Et le conte, on pourrait faire une comparaison entre le conte et le mythe fondateur, mais en tout cas, le conte relève de la digenèse. Le conte antillais va mobiliser des choses qui viennent de l'Afrique, de l'Europe et des réalités américaines. Donc on est vraiment dans la diversité. Et cette langue va servir finalement à la résistance parce que ils vont prendre la langue de l'esclavage et ils vont en faire un objet de création. Mais ce qui va se produire par la suite, alors que l'abolition de l'esclavage, la citoyenneté française, l'école coloniale va se mettre en masse, et l'école coloniale va être la quintessence du principe dominateur de la colonisation. Le colon arrive avec ma langue, mon Dieu, ma culture, c'est le vrai, le beau, le juste, c'est ce que je représente. Et ma langue, c'est la langue de la civilisation. Ce qui fait que le surgissement linguistique qui s'est produit dans la plantation va être écarté, en tout cas lié à la négrerie, à l'esclavage. Il y a une sorte de dépréciation de la langue créole au profit de la langue française. Ce qui fait que quand j'arrive à l'école, moi qui, dans mon univers familial, fonctionnait, ma langue de découverte, la langue d'imprégnation de ma sensibilité et ma langue de découverte et d'expression des premières réalités de mon enfance, c'est la langue créole, donc ce qu'on appelle une langue maternelle. Et ça ne veut pas dire que la langue, c'est très particulier les situations de créolisation, on n'est pas dans la perspective d'une langue maternelle qui serait absolue. La langue française est là, mon père parlait français. Mais la langue matricielle, qui est plus déterminante dans les espaces de créolisation, on peut avoir plusieurs langues maternelles, mais il y a toujours une langue matricielle. Et la langue matricielle était la langue créole. Donc c'est celle qui était liée le plus à la sensibilité, liée aux imprégnations les plus déterminantes. Donc j'arrive, je suis créolophone. Je pense en créole, ma sensibilité est créole, et j'arrive dans un milieu où
où le créole est complètement invalidé, il est interdit, il est grossier, c'est vraiment une chose absolument terrible. Donc du coup, ça me rend muet et il y a tout un processus d'acquisition et de maîtrise de la langue française qu'il faut opérer. Donc on est là de la langue avalée, de la langue récupérée, et brusquement, cette langue récupérée devient, d'une certaine manière, difficile à exprimer parce qu'elle doit s'exprimer entre deux langues. Mais encore, l'autre difficulté, lorsqu'on devient écrivain, dans quelle langue écrire? Parce qu'on a une langue dominée qui transporte pratiquement toute la culture populaire et tout l'imaginaire populaire créole. La culture populaire créole est vraiment la quintessence même de cet imaginaire est dans la langue créole. Et si on l'abandonne, on abandonne un soubassement structurant absolument colossal. Donc on rentre dans un processus je dirais, de zombification de soi-même. Ne pas écrire en créole, en tout cas ne pas tenir compte de ce fond-là. Et c'est ce qui va se passer. Ceux qui vont s'embarquer dans la langue française sans précaution et qui, sous prétexte de se civiliser, etc., de sortir de la nègrerie, de sortir des champs de canne et de devenir des êtres humains à l'image du colonisateur, vont d'une certaine manière se zombifier en oubliant toute la partie sensible. Donc ils perdaient une part de lui. Donc, ce qui fait que j'ai ce problème à un moment, comme tous les écrivains, Césaire l'a eu, Glissant, chacun se débrouille comme il peut pour régler ce problème. Dans quelle langue écrire? Quelle est la langue de l'authenticité? Lorsqu'on a une situation où deux langues sont en présence, langue française dominante, langue créole dominée, on a une hiérarchie qui s'établit que les linguistes appellent une diglossie, c'est-à-dire une langue qui est considérée comme plus importante, plus belle, plus juste, plus fonctionnelle que l'autre qui est dévalorisée. Donc on a un usage différencié des deux langues. Tout ce qui est noble était en langue française, le respect s'exprimait en français, et tout ce qui était de l'ordre de la connivence, de l'injure, de l'insulte, du vulgaire, enfin, c'était la langue créole. Donc il fallait se sortir de ça. Et bon, beaucoup d'écrivains se sont perdus là-dedans, soit en basculant dans la langue française, soit en rentrant dans un obstre absolu, qui lui-même d'ailleurs venait du principe colonial, qui créait des hiérarchies linguistiques et qui amenait les gens à traiter leur langue comme un absolu. Donc, il y en a qui ont pris la langue créole comme un absolu, en traitant un peu comme faisait le colon avec sa langue dominante. Ils prennent la langue créole comme un absolu. Et là, même s'ils récupèrent une bonne part de l'imaginaire qui s'est produit dans la plantation, ils oubliaient d'une certaine manière ce contact relationnel entre la langue dominante et la langue dominée, qui est la plus grande richesse de la relation. Et Glissant va résoudre cette équation très difficile à résoudre en disant mais il n'y a aucune raison d'abandonner le phénomène anthropologique, l'histoire qui est la nôtre nous a donné deux langues. Le tout est de décider de sa parole entre les deux langues, récupérer sa langue en décidant de sa parole. Donc la question du langage devient très importante. Et la question du langage fait partie de l'esthétique contemporaine en matière de littérature. Nous sommes aujourd'hui dans des situations où le geste littéraire, en tout cas l'expression littéraire, ne reflète pas un absolu linguistique, mais reflète le désir imaginant de toutes les langues du monde. Quand j'écris mon langage, quand Glissant le texte de Glissant, surtout Mallemort, vous verrez comment il va mélanger l'imaginaire créole et la langue française jusqu'à créer un langage parfois incompréhensible, mais il décide de sa parole. Il ne perd rien de ce qu'il y a donné, toute la richesse de l'oralité créole, tout l'imaginaire, toute la sensibilité, toutes les forces de résistance et de recréation qui se sont produites dans la plantation, et tout ce qui est porté par la langue française en termes de littérature, etc., de millénaires d'écriture. Toute cette richesse est mobilisée par un langage. Donc on ne choisit pas, on met en relation deux langues. Et le terme de relation deviendra très important, parce que lorsqu'il va examiner la matrice plantationnaire, une fois qu'on a dépassé le pathos que c'est un esclavage complètement déshumain qui va imposer à la race noire un discrédit, le racisme va venir de là, de la traite des nègres, le discrédit qui pèse sur le phénotype nègre dans la totalité du monde, dans tous les pays, dans tous les peuples, il y a un discrédit qui pèse sur le phénotype nègre, ça va venir du phénomène de la traite et de l'esclavage. Lorsqu'on dépasse tout ça, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement en termes anthropologiques dans la plantation? On a une rencontre absolument massive, totale et accélérée de plusieurs langues, de plusieurs phénotypes, de plusieurs imaginaires, de toutes les conceptions, de plusieurs cuisines, de plusieurs musiques, de plusieurs instruments. Et c'est ça qui va produire la créolisation.
toutes les cultures et toutes les civilisations ont toujours été des lieux de rencontre et d'échange, mais sur des plages temporelles assez longues et assez insensibles. Alors que là, c'est dans le choc, en moins de 3 siècles. On a comme ça presque toutes les cultures du monde qui vont se retrouver dans l'espace plantationnaire et qui vont produire quelque chose de nouveau. Et de ce phénomène de la rencontre des cultures et des langues et des individus, il va sortir le concept de la relation. Et du coup, parce est-ce que tu distinguerais comme ça deux phases qui peuvent être d'ailleurs simultanées, c'est-à-dire un acte de résistance par le créole? Tu sais ce que tu dis, par exemple, il y a une pratique très commune aux Antilles, c'est-à-dire qu'on a un nom de baptême, hein, je sais pas, avec souvent des noms, les gens, on leur donnait des noms comme ils n'avaient pas d'identité civile au moment de l'abolition de l'esclavage, il a bien fallu inventer des patronymes aux gens. C'est pour ça que beaucoup des noms de famille sont des prénoms, en fait, hein. Prenez le nom le jour de la fête, donc il y a des Marie-Joseph, ce que vous voulez, bon, puisque d'où sortirait le patronyme de quelqu'un qui n'en a pas, qui n'était qu'un prénom. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une pratique et qui existe toujours, qui est très active aujourd'hui, c'est-à-dire je m'appelle, je sais pas, Jacques, Paul, et puis tout le monde va m'appeler Dédé. Il y a et c'est vraiment une pratique. Et du coup, on l'a ça. Donc, est-ce que tu distinguerais cette résistance, quand même une résistance, on me nomme, on me baptise, je me rebaptise, tu vois, l'acte de création littéraire comme... Et du coup, cet acte populaire, ordinaire, on le retrouve au cœur de ta littérature, tu vois, l'idée de rebaptiser, de ne pas accepter le baptême français tel quel. Et puis, aussi, plus largement et plus radicalement, la relation, c'est-à-dire la relation du français et du créole en lieu et place d'une relation de domination hiérarchique du français sur le créole. Oui, bien sûr. Le nom n'a plus d'importance. Hein. Dans une culture ancienne, le nom est je dirais, la balise d'une lignée, d'une filiation, d'une généalogie. Ça a du sens, alors que dans la plantation, le nom flottait. On perdait le nom d'origine. Les Africains perdaient leur nom d'origine et il fallait être nommé, baptisé avec un nom. Ce qui fait que le nom n'avait pas la même importance. Ça flottait, que ça ne renvoyait à aucun système symbolique. Et donc, du coup, les petits surnoms, les petits noms pouvaient apparaître. Mais ce qui m'a le plus touché, quand je lisais certaines archives, après l'abolition de l'esclavage, il a fallu créer un état civil pour les esclaves. Donc, ils défilaient devant des officiers d'état civil et on leur demandait leur nom. Donc, ils donnaient leur petit nom et puis, bon, l'officier d'état civil inventait un nom quelconque. Soit on a des noms un peu bizarres, quoi. On a toutes les mythologies à part circulent dans nos noms. Donc, on attribuait comme ça un nom. Mais certains esclaves arrivaient, on leur demandait leur nom et ils donnaient le nom africain. Ce qui fait que certaines familles, peut-être des mères, puisque ça passait beaucoup par les mères, avaient conservé le nom d'origine secrètement, comme un secret de famille, un trésor familial, qui était transmis comme ça de génération en génération et qui surgissait. Et nombreux sont ceux qui ont donné le nom africain quand on leur demandait leur nom. C'est vraiment... donc on voit bien que la trace, le nom devient une trace, une sorte de trésor, qui renvoie non pas à quelque chose qu'on connaît, ils ne connaissent plus l'Afrique, ils ne savent plus de quoi il s'agit, mais ils gardent le nom et ça devient un trésor, et c'est avec ça qu'ils vont se nommer, le nom secret va réapparaître. Donc le nom n'a pas tellement d'importance. Et bon, la question du langage, et bien sûr, ça devient un acte de résistance. Hein. Il fallait résister, et ça c'est assez particulier, parce qu'il faut résister dans la langue qui est une langue d'esclavage. C'est la langue, quand les esclaves africains débarquent dans la plantation, la langue créole est déjà là. C'est la langue du maître, c'est la langue qu'utilisent les Amérindiens, une sorte de pidgin qui est en formation, mais c'est déjà toute la base de la langue créole qui va être enrichie parce qu'il va être amené d'Afrique. Donc quand le conteur va prendre la parole, il va prendre la parole avec la langue que le maître connaît. Et quand le conteur va parler, le conteur va exprimer, tous les contes créoles sont des contes de résistance à l'esclavage, mais c'est une résistance détournée. Ce qui fait que lorsque le conteur, qui est un résistant, qui va contester l'ordre esclavagiste, qui va contester la déshumanisation lorsqu'il va parler, il peut parler en présence du maître, et dans la langue que le maître comprend. Ce qui fait qu'il y a toute une stratégie du détour linguistique, de la création. La vitesse va changer, certaines allusions vont être très, très particulières. Toute une créativité de dissimulation va se faire dans le conte créole parce que le maître est présent pendant les veillées et qu'il ne doit pas comprendre le message de résistance. Donc ça, c'est très, très particulier. La langue qui sert au travail esclavagiste va aussi servir
à la récupération, en tout cas à la création d'un imaginaire de contestation. Et alors, pour faire saisir aussi l'originalité de ta littérature, on pourrait faire une histoire littéraire un peu rapide, un peu éclair, mais qui est quand même éclairante, enfin tu vas me dire. C'est-à-dire si on prend le roman français traditionnel du 19e siècle, bon, il y a Emma Bovary, Julien Sorel, enfin il y a des personnages trempés et on suit l'histoire d'un personnage en fait, ou de plusieurs personnages. Et même chez Zola, où il décrit la misère sociale qui est une misère de classe finalement, pas de tel ou tel individu, il a quand même besoin pour le faire de raconter l'histoire de personnages dont on suit d'ailleurs la lignée de génération en génération. Donc c'est Gervaise, c'est Nana, etc. C'est des personnages. Et au XXe siècle, en France, il y a eu ce qu'on a appelé le nouveau roman, une résistance à ça, enfin une rupture avec ça, avec l'idée de quitter ce roman, ce récit des personnages, mais pour aller vers, au fond, une description en dehors de l'humain, en fait. Essayer d'avoir cette description quasiment chirurgicale, extérieure, etc. Or, ce qu'on trouve chez toi, dans ton premier roman, c'est une littérature où il n'y a pas à proprement parler de personnages, puisqu'il y a des figures qui apparaissent et puis qui ensuite disparaissent, ce que tu appelles le peuple des marchés. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on n'est ni dans le roman social de Zola, par exemple, quand même, qui est coordonné à l'histoire de personnages qui ont leur identité, mais ni non plus dans l'effacement de la personne humaine qu'on a dans le nouveau roman. Avec Colique des Sept Misères, ce que j'ai essayé de faire, qui est très lié quand même à l'oralité créole. Dans le conte créole, il n'y a pas de psychologie de personnage. Il n'y a pas de personnages profonds, bien dessinés, etc. Véritablement, ce sont des noms comme ça. Il n'y a pas de paysage non plus. C'est assez particulier, toute la philosophie narrative du conte. Il y a beaucoup à apprendre pour enrichir le texte. J'ai beaucoup écouté les conteurs pour un petit peu essayer de construire, ramener l'oralité créole et une bonne part de l'imaginaire qui venait des plantations, la ramener dans la langue française. Mais lorsque je voulais écrire le marché aux légumes avec les jobbers qui fonctionnaient là-dedans, au départ de ce que j'ai écrit, il y a toujours la recherche le contact avec un impossible. Il y a quelque chose qui était impossible à décrire, c'est la réalité du marché, la réalité polyphonique du marché. Quand on voit un marché créole, si vous allez à Fort-de-France, vous verrez une espèce de bouhaha avec des gens dans tous les sens, ça crie, ça chante, ça pleure, etc. Il y a toute espèce de choses. Et c'est vraiment une effervescence humaine et culturelle qui est tellement extraordinaire. Je dis, mais ça, c'est impossible à décrire. Si on prend un personnage et qu'on fait des petites constructions, c'est très, très difficile. Et je voulais garder ce côté chaotique du marché en créant un texte qui serait totalement polyphonique et qui tout le monde parlerait en même temps, ce qui était un impossible. Ça, c'était l'impossible. À la base de chacun de mes textes, il y a un impossible. La littérature, la création ne peut se confronter qu'à un impossible. S'il n'y a pas d'impossible, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de création. Chaque geste d'art, l'acte de création, fondamentalement, doit régler un impossible à dire, un impossible à décrire, un impossible à penser. Et c'est là que commence l'acte créateur. Donc cet impossible, c'était comment faire un roman polyphonique. En plus, comment écrire. Tous ces gens parlent en créole, ils ne parlent pas en français, et j'écris en français. Donc comment faire résonner la langue créole, donc témoigner de la langue réelle de ces gens dans une autre langue. Donc ça, tous ces impossibles-là va donner à la fois le langage et la structure du roman qui est un peu particulière. Mais j'ai dû recommencer plusieurs fois, parce que c'était tellement polyphonique que le premier lecteur à Gallimard, qui était Hector Bianciotti, personne n'y comprenait rien pratiquement. Donc j'ai dû quand même un peu adoucir mon projet. Donc là, il y a une sorte d'échec. Faulkner disait qu'il mesurait la qualité de son roman à l'étendue de l'échec. Plus l'échec est retentissant, plus l'ambition était grande. Là, il y a un échec, mais il y a un impossible. Donc la polyphonie, la symbolisation langagière au-dessus de la langue, témoigner d'une réalité linguistique sans utiliser la langue réelle, mais en utilisant un langage, une construction, une création langagière pour témoigner d'une réalité linguistique qu'il était difficile de transmettre par écrit. Donc ça constitue la base de cet ouvrage. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de l'échec de Texaco, du coup? Ah oui, ça c'est aussi un bel échec. C'est ce que je voulais faire.
c'était véritablement, d'abord, comprendre la ville créole, parce qu'au départ, lorsqu'on lit les littératures caribéennes, sont des littératures de plantation. C'est normal, parce que la plantation, là où les esclaves vont débarquer, ils vont commencer et que la créolisation va s'effectuer, constitue une matrice de laquelle va surgir toute la culture populaire, tout l'imaginaire, les contes, la musique, etc. C'est de là que ça vient. Donc cette littérature est une littérature de plantation. Mais en même temps, chaque fois qu'il y a eu l'acte colonialiste, commence par une ville. Quand les Français débarquent à Saint-Pierre en Martinique, ils créent la ville de Saint-Pierre. Lorsque l'armée arrive pour défendre, ils vont créer la ville de Fort-de-France. Donc il y a toujours une création urbaine. Donc à côté de la plantation, il y a toujours eu la ville, mais qui restait très liée au commerce colonial ou aux activités militaires. Et quand le système des plantations va s'effondrer, que tout ce peuple qui vivait dans les habitations, dans les champs de canne, etc., devra aller chercher du travail, ils vont venir vers la ville, et là va naître la ville créole sur des modalités qui ne sont pas les modalités des villes européennes, qui sont des modalités, je dirais, composites, où autour du cœur colonial va se greffer ce qu'on pourrait appeler dans un premier temps des bidonvilles, mais que l'on appelle aussi des mangroves urbaines, c'est-à-dire la mangrove est le berceau d'une nouvelle réalité urbaine. Donc je voulais comprendre cette nouvelle matrice, qui était la matrice qui vient après la plantation et qui est la ville, simplement parce que je suis né en ville. Je ne connais que les trottoirs, les quartiers populaires, je ne connais pas les plantations, je ne connais pas les arbres, je ne connais pas la nature, jamais vu de champs de près, etc. Donc cette réalité qui était véritablement ma réalité, je voulais la comprendre, et surtout comment fonctionnait le phénomène urbain et comment à partir de ce phénomène urbain, les processus de créolisation allait constituer le fait relationnel que j'allais étudier par la suite. Donc c'est un roman qui lui aussi était illisible. Hein. Lorsque j'ai terminé le manuscrit, personne ne parvenait à le lire. Il a été refusé par beaucoup d'éditeurs, mais il a réussi à obtenir le prix. Et comment tu as déjoué le hiatus impossible à dépasser entre l'écrit et l'oral? Ça a l'air d'être classique comme question, mais c'est vrai que dans Texaco, il y a tout un rapport avec, tu mets soi-disant des archives, il y a tu vois, tu joues avec ça. Il y a plusieurs éléments. Il y a la langue créole qui est essentiellement une langue orale, donc il faut ramener dans la langue française, en tout cas constituer un langage où la langue française a sa part, donc l'écriture se fait en français. J'écris plus facilement en français qu'en créole, parce que mon rapport à la littérature se fait à l'école et se fait avec la langue française. Il y en a d'autres qui peuvent avoir confié à une trajectoire un peu différente. Ils peuvent écrire, pour des raisons qui sont personnelles, plus facilement en créole. Écrire un roman en créole me prendrait énormément de temps, alors que j'ai déjà une sorte d'habitude. Et en plus, j'ai dépassé cette question de la langue, parce que ce n'est pas la langue qui est le problème. Ce qui est le problème pour un écrivain, c'est de construire son langage dans la langue ou dans les langues qui lui sont données. Donc construire son langage était important. Et pour construire le langage, une des premières étapes a été de considérer que moi qui suis un créole américain, je ne suis pas un écrivain français, je suis un créole américain. Et lorsque je regarde derrière moi, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a que l'oralité, l'oraliture. Il n'y a que des contes, des proverbes, des chants. Donc c'est véritablement une dimension orale et avec des stratégies narratives très très particulières qui sont, on pourrait prendre du temps à les énoncer toutes, mais il y a la structure en spirale, il y a les répétitions, il y a pas de psychologie de personnage, les paysages sont très symboliques ou ils n'existent pas. Enfin bon, il y a des accumulations invraisemblables, il y a du chant, il y a du montage. Enfin bon, c'est très très particulier. Donc il fallait ramener tout ça dans le langage pour ne pas perdre cette richesse. Mais comment associer du point de vue lexical les deux langues? C'est simplement par la musique. J'écris beaucoup avec une certaine musique, et beaucoup de mes phrases sont des alexandrins. J'ai tellement été abîmé par Victor Hugo que j'ai déclamé pendant longtemps. J'aime bien l'alexandrin, c'est un rythme fondamental, et vous verrez que cette structure syllabique-là me paraît très importante. Et cette petite musique-là me permet de faire des associations. Quand un son me manque, un rythme me manque, je peux prendre la langue créole. Donc la langue créole peut venir s'insérer dans la structure française simplement pour une question de tonalité. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a une sorte de cohérence profonde qui se produit. Mais une fois que ça a été fait, l'idée n'était pas de créoliser
la langue française, on s'en fout, ça, de créoliser la langue française. L'idée n'est pas non plus de mélanger des lexiques. L'idée, lorsqu'on écrit, on écrit beaucoup plus avec son émotion qu'avec sa raison. Donc, ce sont les artistes sont des athlètes émotionnels. Lorsqu'on écrit, c'est le déclenchement d'une émotion qui donne les mots et qui donne la musique. Et dans ce déclenchement de l'émotion, il y a une disponibilité ouverte pour tout le lexique de la langue créole, depuis le basilecte créole jusqu'à la chose la plus, je dirais, la plus ordinaire de la langue courante, et puis toute la langue française, qui elle aussi est récapitulée. Je suis assez fasciné par la liberté de Rabelais. Je suis en train d'écrire un texte sur Rabelais. La liberté langagière de Rabelais est absolument phénoménale. Il mobilise, il fait feu de tout bois, de tous les langages, de tous les mots, toutes les techniques. Il est vraiment d'une puissance incroyable, quoi. Et ça, c'est un peu ce travail-là qui est fait. Et là, ça constitue une parole que l'on décide. On décide de sa parole en mobilisant tout le champ linguistique et lexical qui nous est donné. Donc cette expérience est très prégnante dans Chronique des Sept Misères, dans Solibo Magnifique. Après, ça se calme parce qu'après, c'est réglé. Dans l'art, Milan Kundera dit que lorsqu'une porte est ouverte, elle reste ouverte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait spectaculairement cette jonction entre les deux lexiques et qu'on a rapproché les deux univers, on n'a pas besoin de s'appuyer plus. On continue un chemin de construction langagière où ce qui était apparent au départ devient beaucoup plus profond. Dans mes derniers textes, La matière de l'absence, par exemple, ou Frères migrants, on a la présence du créole et de l'imaginaire créole est beaucoup plus profond, moins spectaculaire, moins évident que dans Chronique des Sept Misères. Et tu as une très belle formule dans l'empreinte à Crusoé, qui est ta réécriture du Defoe. Et à la fin, il y a ce que tu appelles l'atelier de l'empreinte. Alors, ça fait partie du livre, donc il n'y a pas de frontière étanche entre l'empreinte à Crusoé et l'atelier de l'empreinte, mais c'est un peu l'atelier, c'est-à-dire les chutes, les reliquats. Et tu as cette formule, tu dis, c'est la musique qui a le dernier mot. Musique, phrase qui a l'air simple, mais quand on y pense, elle est sublime, quoi. C'est la musique qui a le dernier mot. Ouais. Je peux sacrifier le sens d'une phrase à la musique, quoi. Si le son me paraît... Moi, je ne comprends pas ce que j'écris. Des fois, je ne comprends pas ce que j'écris, mais si ça sonne bien, ça passe. Parce qu'il y a plusieurs notions qui sont importantes. Et une des premières notions, parce que tout ce qu'on dit là, c'est valable. Hein. On parle d'une situation très, très particulière, qui est le phénomène de créolisation qui se produit dans les plantations esclavagistes. Mais le phénomène de créolisation, du coup, il se fait dans le monde entier. Les cultures se rencontrent, les civilisations se rencontrent. La question littéraire contemporaine, c'est exactement la même difficulté. On n'a pas simplement la langue française et la langue créole. Tous les écrivains du monde aujourd'hui ne peuvent pas fonctionner avec un absolu linguistique. Toutes les langues du monde sont en train de bruisser, il y en a qui sont en train de mourir, et un écrivain ne peut pas être insensible à l'écosystème linguistique. Et son langage, construire son langage dans la langue qui lui est donnée, doit témoigner, d'une certaine manière, de l'écosystème, de ses urgences, de ses malheurs, de sa richesse aussi. Donc, tout ce phénomène, toute cette esthétique-là dont nous parlons, est valable pour tous. Donc, ta question, c'était quoi sur le... C'est la musique qui a le dernier mot. Oui, on sacrifie le sens d'une phrase à la musique, parce que le sens n'a pas tellement d'importance. Et Glissant, à un moment donné, va dire que je revendique pour tous le droit à l'opacité. Parce qu'une fois qu'on a considéré que toutes les cultures se rencontrent et que cette diversité qui est émulsionnée aujourd'hui, pour la conserver, lorsqu'elle se rencontre, on risque d'avoir, et on a des phénomènes de standardisation qui menacent. Et on a, comme Ségalen disait, on a un risque de disparition du divers dans la dilution, dans les dominations. Donc comment préserver la diversité sans closure? Et c'est ça toute la... Et Glissant disait qu'il fallait, dans le rapport que nous entretenons entre les cultures, les civilisations et même entre les individus, respecter l'opacité. L'opacité devient une des dynamiques de la relation à l'autre. Les colonialistes refusaient l'opacité. Les colonialistes, lorsqu'ils débarquaient dans un pays et qu'ils rencontraient l'opacité de l'autre, il fallait le civiliser, il fallait le rendre transparent. C'était le civiliser, le christianiser, enfin, des processus qui vont entraîner des malheurs, des génocides, des hiérarchies linguistiques, des hiérarchies culturelles, des conflits identitaires, parce qu'on veut
justement, on veut intégrer l'autre. Intégrer l'autre, c'est le désintégrer et puis le faire rentrer dans le paradigme qui reste ce que l'on est. Donc, cette disparition de l'opacité par l'acte colonialiste et l'acte dominateur se retrouve aussi en littérature. Ce qui fait que pendant longtemps, la traduction a été une clarification d'une langue vers une autre, alors qu'aujourd'hui, le traducteur devient un berger des opacités. Ce qui fait que lorsque j'écris, je ne crains pas l'opacité. Ce n'est pas clair pour moi-même et ça n'a pas besoin d'être clair pour les autres. Je ne fais pratiquement jamais de notes. C'était toujours triste de voir ces écrivains antillais qui expliquaient, oui, il prit un pont, c'est-à-dire un peu une petite cuillerée de sucre, puis un citron, etc. Tous les mots étaient explicités. Le bon truc était vraiment explicité, alors que c'est idiot. Il y a une réalité anthropologique, culturelle, un imaginaire très particulier dans la Caraïbe. On ne peut pas entrer comme ça dans un moulin. Il y a une réalité, il y a un intransmissible. Et cet intransmissible doit être maintenu. De même que dans la relation entre des cultures et des civilisations, il y a de l'intransmissible. Et même entre des individus, on ne pourra jamais se connaître complètement. Il y a toujours une part d'opacité. Et réintroduire ce droit à l'opacité, cette possibilité de l'opacité dans l'expression artistique, c'est d'une certaine manière de préparer les imaginaires au nouveau vivre ensemble dans la diversité mondiale active et interactive qui se met en place, pouvoir supporter l'opacité. Les racistes ou les xénophobes ne supportent pas l'opacité. Ce qu'ils aimeraient, c'est qu'il y ait une transparence totale, qui se retrouvent eux dans une sorte de miroir permanent. Et si c'est transparent, eh c'est rassurant. S'il y a la moindre opacité, tout de suite, on commence à trembler. Donc c'est une des tâches de la création contemporaine que d'habituer nos imaginaires à vivre l'opacité. Et cette réaction allergique à l'altérité, on la voit par exemple dans la façon dont les colons européens ont baptisé immédiatement l'inconnu. Alors que l'inconnu avait des noms amérindiens, etc. Il suffisait de reprendre les noms des gens, des indigènes, des gens sur place qui, eux, nommaient les choses. Par exemple, le colibri n'a pas gardé son nom de colibri, c'est devenu l'oiseau-mouche. Parce que oiseau, on connaît, mouche, on connaît, donc un oiseau insecte comme ça, bon, oiseau-mouche, plutôt que colibri. Ouais. Les Anglais ont appelé l'ananas pineapple, pomme de pin. Donc c'est vraiment une logique comme ça de ramener l'inconnu au connu, de le nier. Et du coup, dans une mise en transparence, ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Et dans la littérature, du coup, il y a un acte où nommer, c'est pas parce que le langage, au fond, dans sa version ordinaire fonctionnelle, il cherche à clarifier. En fait, c'est un opérateur de transparence. Ça rend transparent. Une chose n'est pas nommée, on ne sait pas ce que c'est, on la nomme, ça y est, on peut la classer. Or là, il y a une inversion dans le geste littéraire. Et tu emploies, quand tu parles, mais tu l'as écrit aussi dans L'Esclave vieil homme et le Molosse, le mot de déshumain. Justement, le déshumain, c'est pas l'inhumain, parce que l'inhumain, c'est un peu un cliché. On dit, oh, ben, l'esclavage, c'était inhumain, et finalement, on a rendu transparent, on a effacé, c'est l'innommable à dire, en fait. Et du coup, pour toi, je pense que dire le déshumain, c'est une manière de forcer la langue à dire ce qu'elle ne sait pas dire, mais dans cet échec, justement, faire entendre quelque chose. Et je voulais qu'on lise, là, je voulais lire ce passage de Frères migrants, que tout le monde va reconnaître de quoi il s'agit, mais c'est bien pour dire pourquoi on a besoin des écrivains, des poètes. Vous savez, il y a cette phrase de René Char qui dit, il le dit à propos du nazisme en particulier, il dit « Certains jours, il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles à décrire ». Donc l'idée qu'au fond, la littérature, ce serait aussi de nommer l'indescriptible. Ce qu'on ne peut pas décrire, le nommer pour ne pas le laisser effacer, le laisser perdre. Alors là, je lis cette phrase, je trouve que là, tu as nommé pour nous l'indescriptible qu'on n'aurait pas voulu perdre. Donc je lis « Gouffre de vie noyée, de paupières ouvertes fixes, de plages où des corps arrachés aux abysses vont affoler l'écume. Gouffre d'enfants flottés, ensommeillés dans un moule de corail, avalés par le sable ou désarticulés tendres par des houles impavides. » Bon, parce qu'évidemment, il y a la question littéraire, mais du coup mondiale, enfin politique, philosophique, enfin la littérature n'est pas un département clos, de ce que Glissant appelle justement la mondialité. Comment on passe de la mondialisation, et là nous avons un symptôme atroce de la mondialisation. Et je voulais donner cette phrase de Frères migrants qui est traduite en anglais, parce que ça m'intéresse de voir comment le lexique
au fond, de Glissant, que toi tu reprends, a contraint l'anglais d'aujourd'hui, l'anglais du dollar, je veux dire, hein, je ne parle pas de la littérature anglaise évidemment, mais l'anglais qui est la langue politique dominante, comme le français a pu l'être sur la colonisation, se trouve contraint, là, dans une traduction comme ça, d'introduire, de créer la différence entre mondialisation et mondialité. Donc vous voyez, ils traduisent, en anglais on dit la globalisation, hein, globalization, et là globality, quoi, donc la mondialisation, hein, donc ça donne sous la globalisation, comme la trace sublimée d'une comète, la globalité, donc la mondialité dont Glissant parle. Voilà. Et donc, ça, je trouve que j'aimerais bien que pour finir cet échange, et ensuite il y aura un échange avec la salle, que tu nous dises comment, au fond, la question de la mondialité, un autre rapport au langage se joue dans ta littérature. Oui, c'est-à-dire qu'on est obligé de considérer, du point de vue lexical, un certain nombre de réalités qui sont importantes à récupérer d'une certaine manière. Il y a deux choses qui sont importantes à récupérer sous je dirais, l'emprise totalitaire du néolibéralisme. C'est le processus d'individuation que le néolibéralisme a transformé, a fait de nous des individus, une sorte d'individualisme isolé, marchand, on est replié sur soi. Donc on a tendance à lutter contre l'individuation en disant c'est le malheur. Alors que c'est justement à partir de l'individuation qu'on peut faire tout un travail pour que l'individu accède à ce qu'on peut appeler une personne, c'est-à-dire quelqu'un capable de vivre le nouvel ordre, le nouveau vivre ensemble du monde. Donc récupérer ce processus d'individuation et ne pas le laisser à la seule perversité libérale. Et l'autre élément, c'est la mondialisation. C'est quand on a commencé à s'apercevoir que la mondialisation économique créait autant de ravages, non seulement en termes de standardisation, mais en termes d'appauvrissement de l'individu, développement de l'individualisme égoïste, transformation de l'individu en consommateur, vraiment une dénaturation de tout le grand désir d'être limité au pouvoir d'achat et à la consommation, et qu'il a, en plus, toute la mondialisation développait ce qu'on a appelé le libre-échange, hein, qui a encore des modalités particulières, et tous les standards occidentaux qui s'appliquent sur le monde avec toute la standardisation quand ça entraînait. Donc, dans un premier temps, tous les progressistes ont voulu rejeter la mondialisation et revenir aux réalités locales. Mais c'était une erreur, puisque le phénomène relationnel qui fait que désormais les cultures et les civilisations étaient rentrées dans des processus de fluidité et d'interaction absolument importants, et que les individus avec leur mobilité créaient un phénomène qui fait que le monde était désormais dans l'imaginaire de chacun. Si on rejetait la mondialisation, on laissait le monde aux seuls capitalistes financiers qui ont pris en la matière 20 ans d'avance. Qu'il fallait trouver comment récupérer le monde, ne pas leur laisser le monde, et le terme de mondialité était bienvenu. Ce qui fait qu'on peut mettre dans mondialisation tout le côté négatif que nous rejetons, la destruction de la planète, l'individualisme égoïste, etc., etc. Et on peut mettre dans la mondialité et fonder notre résistance toujours, non pas à l'échelle du local, mais véritablement à l'échelle d'un vivre ensemble planétaire, sous le terme de mondialité. On peut mettre effectivement tout l'imaginaire relationnel, le processus d'individuation qui amène à une personne et qui crée les nouvelles solidarités. Donc c'est ce processus-là qui nous aide aujourd'hui à construire le fait que notre résistance au libéralisme ne peut se faire qu'à l'échelle du monde, et va se faire dans le cadre de la mondialité. En plus, ça nous permettrait d'identifier des phénomènes qui n'étaient pas prévus par la mondialisation. Des individus qui se libèrent, une perception du monde beaucoup plus élargie, le fait que chaque individu a la possibilité, échappant aux emprises communautaires, de se construire son architecture de principes et de valeurs, à partir non pas d'une langue, d'une histoire, d'un dieu, etc., mais dans des phénomènes de métissage avec toutes les influences qui lui viennent de son expérience au monde. Le lieu dans lequel, l'écosystème dans lequel l'individu va opérer ce processus qui va lui permettre de devenir une personne, devient la totalité monde. Et cette totalité monde a besoin de cet imaginaire relationnel. Donc le terme relationnel, la question de la relation est la question la plus importante contemporaine. La grande littérature aujourd'hui est une littérature de la relation. C'est-à-dire quelque chose qui nous initie non seulement
à trouver cette liberté de construction individuelle qui nous permet d'accéder à la personne. La personne, c'est vraiment le contraire de l'individu consommateur, égoïste, replié sur son pouvoir d'achat et sur ses intérêts sectoriels. La personne, c'est celui, un peu comme disait Deleuze, mon adresse, elle commence par le monde et puis elle se termine par mon quartier. Et la personne est à ce niveau-là. Et la personne se construit véritablement dans une perception des cultures du monde qui est très ouverte et qui est très relationnelle et très interactionnelle. Ça, c'est un des grands objets, une des grandes finalités. L'art est libre d'une certaine manière, mais en termes de conscience, dans l'écosystème de la création contemporaine, il y a la perspective d'habiter le monde et d'habiter le monde selon des perspectives relationnelles. Ça, c'est un des grands défis qui nous est donné. Et est-ce que tu dirais que ce qui s'est passé donc dans les Amériques avec ce fracas, ce télescopage des continents, des cultures, enfin toute cette créolisation qui a semblé, quand ça a eu lieu il y a 5 siècles, une sorte de phénomène périphérique finalement. Est-ce qu'au fond, tu dirais que c'est en train de devenir, au fond, la matrice, pour le coup, du monde, quoi? Non, parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de peuple élu. On voit bien ce que les peuples élus nous ont fait. Il n'y a pas de peuple élu, il n'y a que de la relation. Donc, lorsqu'on résume l'expérience des Caraïbes et des Amériques, on voit que autant la Méditerranée a créé les religions du livre, les civilisations monolithiques, autant la Caraïbe diffracte, il opposait ça à la Méditerranée. La Caraïbe diffracte, c'est-à-dire qu'elle maintient le divers, elle réactive le divers, elle articule le divers, elle émulsionne le divers et fait feu d'éléments qui viennent de partout. Et ça reste actif. Et c'est ça la grande différence entre la Caraïbe et la Méditerranée. Donc il n'y a pas de peuple élu, il n'y a que de la relation. Donc dans la relation, c'est-à-dire ces flux interactionnels, interrétroactionnels entre les cultures, les civilisations et entre les individus, va produire dans nos réalités la créolisation, ce qu'on a appelé la créolisation, on dit créolisation en référence à l'émergence de la langue créole, mais les flux relationnels vont, une fois que Christophe Colomb a mis le pied aux Amériques, ça y est, c'était parti. Une ultime mondialisation et en rentrant dans un grand brassage planétaire avec des circulations absolument inouïes, accélérées par la technoscience, Internet, tout le numérique, toutes les biotechnologies. Donc nous sommes aujourd'hui dans une réalité relationnelle. Et l'échelle qui nous est donnée de vivre, ce que nous avons à réaliser ne peut s'envisager qu'à cette échelle qui est l'échelle de la planète. Ce qui fait que les vieilles nations et les vieilles patries sont transformées par des lieux. C'est-à-dire qu'il y a une différence. L'État-nation traditionnel, avec sa genèse, son mythe fondateur, son histoire nationale avec un grand H, et son absolu identitaire, etc., créait des absolus identitaires, une identité atavique qui était terrible, alors qu'aujourd'hui, les nations sont obligées de se considérer comme en relation avec les autres. La perspective n'est plus verticale, elle est complètement horizontale. L'identité traditionnelle, qui était une identité exclusive de l'autre, devient une identité relationnelle. Avant, je me définissais par ce qui n'appartenait pas à l'autre et qui était à moi. Aujourd'hui, ma puissance d'exister ne peut se mesurer qu'à ma capacité à entrer en relation avec la diversité. Par exemple, un individu aujourd'hui, ce n'est pas un arbre généalogique. L'arbre généalogique est lié à l'atavisme, les anciens absolus, une filiation qui remonte jusqu'à la création du temps. Aujourd'hui, il faut pour chaque individu faire son arbre relationnel. Les pays qu'il aime, les mélanges, les alliances, les dieux qu'il aime. Enfin, en plus, l'individu a une très très grande mobilité parce que la relation, pas seulement la relation entre les cultures et les civilisations, mais c'est aussi la relation à toute la complexité intérieure de l'individu. La question du genre, on peut choisir sa sexualité, on peut choisir sa langue. Aujourd'hui, la question relationnelle nous met dans une extrême fluidité de toutes nos existences, tant individuelles que collectives. Est-ce qu'il n'y a pas du coup un imaginaire artistique qui n'est pas que propre à la littérature? Je pense à la musique, par exemple. Un imaginaire propre à l'art
qui devrait peut-être être conçu non pas comme lui-même fait une région particulière à côté de la politique, de l'économie, mais qui serait justement une manière d'envisager ce monde en train de se démultiplier en relations. Parce que par exemple, quand on prend la musique des Amériques, c'est frappant quand même de voir qu'il y a déjà un imaginaire avec des instruments de musique de chambre européens, mais des rythmes qui ne sont pas européens. Enfin, on a déjà dans la musique cet imaginaire à l'œuvre. Ah, bien sûr, hein. Le jazz, c'est le plus bel exemple, mais toutes les musiques des Amériques sont des musiques de la relation. Le jazz n'est pas une musique africaine. C'est une musique, même si la polyrythmie, la déconstruction rythmique, mélodique est extrêmement puissante, c'est une musique de la relation. C'est une musique créole, entre guillemets, c'est-à-dire une musique où la diversité s'est rencontrée. En plus, dans ce que le jazz souligne, mais presque toutes les musiques des Amériques le soulignent, c'est l'importance de l'individu. C'est-à-dire que dans les plantations, lorsqu'il a fallu résister à la déshumanisation, ceux qui ont commencé à reconquérir leur humanité ne l'ont pas fait sur des bases de création communautaire, ils l'ont fait sur des bases individuelles. Lorsque le conteur prenait la parole ou lorsque le danseur commençait à danser pour récupérer son humanité, il n'avait pas une partition, il n'avait pas de code, il fallait qu'il improvise. Le danseur a improvisé. Celui qui a trouvé le tambour avec les souvenirs de ses traces africaines, etc., il va improviser aussi des rythmes en fonction de ce que le danseur va lui transmettre. Et le chanteur, lui aussi, va improviser. Tout le monde improvise. Pourquoi ? Parce que l'équation, la dynamique de construction collective se fait sur des bases de fulgurance individuelle. Et pourquoi le jazz, contrairement au grand orchestre philharmonique où chacun a sa partition, on applique un code communautaire commun. Dans le jazz, lorsqu'ils enregistraient des disques de jazz, Miles Davis rassemblait des monstres d'individualité, c'est-à-dire des fulgurances personnelles, des monstres, des expériences de vie, de sensibilité, de rapport à des instruments, et il les mettait ensemble sans partition, c'est-à-dire que hop, quelques mots, quelques pistes, et puis hop, on laissait faire le miracle. C'est pourquoi l'improvisation est absolument importante, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans des réalités multitransculturelles dans tous les pays. C'est ça qui est intéressant dans la pensée de Glissant, parce qu'on parle d'une réalité antillaise, mais on s'aperçoit que ça peut nous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans les sociétés multitransculturelles, où l'individu, mais pour l'instant, il est encore dominé par l'imaginaire du tout profit néolibéral, le pouvoir d'achat et l'égoïsme qui va avec, mais on peut véritablement se dire que c'est la politique publique, la politique culturelle et les dynamiques artistiques doivent nous permettre à chaque individu d'accéder à ce niveau de conscience et de connaissance qui fera de lui une personne. La personne étant celle qui est capable d'entrer en solidarité, de créer les nouvelles solidarités et d'activer le vivre ensemble, le nouveau vivre ensemble, qui n'est pas lié à des standards communautaires monolithiques, mais qui est lié à des forces relationnelles. Très difficile à comprendre, mais ce qui se passe. Donc l'équation individuelle, l'improvisation, c'est quelque chose qui est déterminant aujourd'hui. L'artiste est seul. Moi, je ne représente pas une réalité culturelle, je ne représente pas une langue, etc. Je témoigne d'une expérience singulière dans le monde. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, mon expérience peut servir à l'expérience d'autres. Les anthologies basées sur la langue ou la couleur de peau n'ont pas de sens. J'écris en français, mais je ne suis pas un écrivain français. Et mes frères en littérature ne sont pas nécessairement des gens qui écrivent en français. On peut avoir des gens qui écrivent en français qui n'ont rien à voir avec moi. En revanche, les structures d'imaginaire vont créer les vraies fraternités. La langue peut créer des solidarités. La francophonie, c'est une solidarité. On écrit en français, bon, il y a des solidarités qu'on peut mettre en œuvre et qu'il ne faut pas négliger. Mais les fraternités, véritablement, ne sont pas liées aux marqueurs identitaires anciens, ni à la couleur de peau, ni à la langue qu'on utilise, ni au Dieu, ni même à l'endroit où l'on est né. Mes frères en littérature ne sont pas nécessairement martiniquais. Donc on voit bien que l'anthologie, la vieille anthologie négo-africaine que je lisais quand j'avais 15 ans, ça ne marche pas. C'est pas parce qu'on a la peau noire. D'ailleurs, ils le faisaient, hein, tous les Noirs du monde étaient rassemblés. Ça marchait puisqu'on s'opposait à la domination occidentale. Mais là, maintenant, ça ne marche plus. Alors qu'on a tendance encore à associer tous les nègres. Allez, hop, on les met ensemble. Ah bon, vous parlez français, vous êtes pareil, on vous met sous la même table ronde. Donc, il faut voir véritablement le rapport au monde, le rapport à la langue, la problématisation qui est faite de la langue, le rapport qui est fait à la relation non seulement à l'étranger, mais à l'autre,
à l'impensable, à l'impossible. Enfin bon, toute une structure d'imaginaire qui va créer les véritables fraternités. Donc les nouvelles anthologies, elles sont très difficiles à élaborer. Je propose donc, pour continuer très naturellement cet échange et faire qu'il soit une relation, puisqu'on a employé ce mot, que ceux qui ont envie de poser des questions à Patrick Chamoiseau puissent le faire très librement et nourrir donc la relation. Bonjour, j'ai une petite question. Bonjour Patrick Chamoiseau. À propos des langues, justement, on sait qu'il y a une disparition rapide des langues dans le monde. Il y a des gens qui travaillent à la sauvegarde des langues, mais peut-être que ça se muséifie aussi. Je ne sais pas comment ils travaillent, mais en tous les cas, je voulais avoir votre avis sur le fait que vous parlez de relations. Comment dans l'avenir, avec des langues très dominantes, par exemple comme l'anglais ou l'espagnol, comment la diversité, à votre avis, va pouvoir continuer à se vivre? Et est-ce qu'à travers simplement quelques langues, on pourra continuer à avoir une richesse du langage qui se nourrit de l'évolution des relations? Alors, je ne sais pas trop comment ça peut fonctionner, ça. Personne ne sait. Personne ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est que on n'est plus dans les absolus linguistiques, on n'est plus dans les langues orgueilleuses. Un écrivain peut changer de langue. D'ailleurs, on voit bien que les écrivains se déplacent dans les langues. Et Kundera écrivait en tchèque, maintenant il écrit en français. Bianciotti écrivait, je crois, en italien. Donc on voit bien qu'il y a un déplacement des écrivains dans les langues et que la langue n'a plus la même prégnance. En tout cas, la langue n'est plus la colonne vertébrale. La langue que l'on utilise n'est plus la colonne vertébrale pour un écrivain. Sa vraie colonne vertébrale, c'est son langage. C'est pourquoi le vrai texte littéraire est toujours un événement langagier, c'est-à-dire une présence absolument singulière et inattendue dans une langue. S'il n'y a pas d'événement langagier, il n'y a pas de littérature. Et la vieille situation linguistique où on était en présence de la langue de sa nation, de son absolu linguistique, et on construisait son style, son langage. Il y a une différence entre le style et le langage. Quand on a un absolu linguistique et qu'on a comme seul horizon linguistique que la langue avec laquelle on pense pouvoir épuiser la complexité du monde, on est dans le style. Alors que lorsqu'on est dans la situation contemporaine de l'écrivain, avec une langue qui est en présence de tout le bruissement des langues et toute la problématique que nous avons de préservation de la diversité, le fait de ne pas accepter de voir mourir des langues, enfin toute une sensibilité particulière concernant les langues, on est dans la construction du langage. Le langage est extrêmement puissant, ce n'est pas du style. Le style fait chanter la grammaire, le langage peut complètement dérailler la grammaire. Ce qui fait que les grandes langues véhiculaires vont peut-être se maintenir. On le voit d'ailleurs dans les espaces urbains, des langages de génération. Aux États-Unis, il y avait des langages de rue comme ça, des codes que les jeunes avaient. Ils voulaient les fixer pour les enseigner, etc. Mais ce sont des langages éphémères. Donc on aura, dans la jonction des langues et la rencontre des grandes langues véhiculaires qui se sont installées et qui ne vont pas disparaître facilement, on aura des surgissements langagiers liés à des générations, liés à des lieux, liés à des phénomènes technoscientifiques. Enfin bon, on aura des surgissements langagiers. Et ce qui va alimenter l'imaginaire linguistique, ça va être les grands langages produits par les grands écrivains. Et c'est ça peut-être qui va continuer à sauver, je dirais, une perception langagière du monde. Dans la relation, il n'y a plus d'absolu. C'est-à-dire que pendant longtemps, on se dit que la diversité, c'était vraiment des absolus qui se rassemblaient, des étrangers, de langues différentes, cultures différentes. Aujourd'hui, il y a un tel brassage que l'absolu de départ est déjà composite. Et la diversité n'est pas ce qu'on croit. Moi, je vois à la télé des gens qui sont noirs. On dit, bon, on fait la diversité, il y a un petit chinois, il y a un petit noir, il y a un petit truc, etc. Mais ça n'a aucun sens. Ce ne sont pas les phénotypes qui donnent la diversité, parce que vous pouvez avoir le phénotype et avoir un imaginaire complètement différent. Condoleezza Rice avait l'imaginaire de George Bush. Rien à voir avec Mandela. Tu vois. Donc si on se base sur le phénotype et on cherche des fraternités avec des phénotypes, on risque d'avoir des problèmes. Donc ça ne marche plus. Les langues, comme définition
structurante, ça ne marche pas, la couleur de peau, ça ne marche pas, mais ça crée des solidarités. Moi, je suis solidaire de toute la condition nègre du monde. On n'abandonne pas les solidarités. Mais on ne peut pas définir un individu, en tout cas, on ne peut pas structurer la diversité sur la base des anciens marqueurs. Même s'il faut le faire, parce qu'il y a encore des archaïsmes et des racismes et des déséquilibres, il faut des quotas, il faut la discrimination, bon, tout ce que vous voulez. Mais ça, ce n'est pas le plus important. La vraie diversité se fait dans les structures d'imaginaire. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez évoqué Victor Segalen, qui, selon moi, est peut-être le premier à avoir proposé ce terme de divers qu'il appelait l'exotisme, et qui était, enfin, il a essayé de redéfinir l'exotisme comme un contrepoint à l'orientalisme, il me semble. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a des liens ou des variations entre le divers de Segalen, celui de Glissant, le vôtre que vous évoquez? Voilà, donc peut-être une petite histoire de ce divers, en sachant qu'on est aussi à un autre moment de l'histoire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une diversité. La diversité de Segalen, c'était encore la présence des cultures et des traditions ataviques qui semblaient encore bien monolithiques et qui entraient dans la nécessité de leur maintien. Alors que dans la relation, la diversité est déjà différente. Un individu qui se présente devant vous, ce n'est pas un bloc culturel monolithique. Il vient pas, il peut venir de la Martinique. Chaque individu, dans l'émulsion culturelle et civilisationnelle de la relation, chaque individu se construit en fonction de son expérience singulière. Donc on voit des Martiniquais, par exemple, très martiniquais, très liés à la terre martiniquaise, à la tradition, mais aussi on peut avoir des Martiniquais qui n'en ont rien à faire et qui se construisent fascinés par le Japon, étonnés par je ne sais pas quoi. Donc chaque individu a une très très grande liberté de construction. Et c'est cette liberté finalement qui pourra faire vivre l'intensité des lieux. Les patrimoines vont être défendus par la totalité des individus. Ce qu'il faut développer aujourd'hui lorsqu'on veut défendre une langue, défendre un patrimoine, etc., ce n'est pas l'affaire exclusive. La question de l'esclavage comme crime contre l'humanité, on s'est battu pour ça, parce que ce n'est pas une affaire de nègres, l'esclavage. C'est une affaire humaine. Donc ceux qui doivent défendre cette mémoire-là pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus, c'est l'affaire de tous. Et ça, c'est important. Mais Segalen, il est puissant, c'est un militaire, il est sous une croisette militaire, et le type arrive comme ça dans un esprit colonial de domination occidentale. Le type est fasciné par la diversité, il se dit, mais attention, le divers décroît dans le monde, et c'est ça le grand danger. C'est absolument fabuleux, c'est un des grands maîtres de la relation. Il a tout de suite initié une vigilance par rapport à cette diversité qui n'était pas... Alors, la colonisation voulait éliminer toute la diversité. La domination occidentale, hop, on effaçait tout. Et puis, c'était les seules valeurs. Jusqu'à maintenant, on a encore cette tendance. Alors qu'on a compris que toute la richesse humaine était la diversité humaine, que l'universalité devait céder la place à la diversalité, et qu'on devait rentrer dans un rapport aux langues qui était le désir imaginant de toutes les langues du monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas conserver des langues. Des langues vont mourir, des cultures vont mourir, des patrimoines vont s'effondrer. Mais ce fait relationnel d'ouverture, d'échange, de construction permanente et de respect de ce qui est différent et même de respect de ce qui est impensable, c'est quelque chose qui doit constituer l'éthique fondamentale de la relation. Donc Segalen, on peut le mettre dans le panthéon du monde de la relation. C'est vraiment un être humain. Bonjour. Bonjour Zoé. Bonjour. Je te pose toujours la même question, mais j'ai du mal à comprendre la réponse. Pas à comprendre la réponse, mais à me persuader de la réponse. Donc je te repose la question. Il est vrai, je l'ai noté cette fois-ci pour être bien clair. Il est vrai que les fraternités existent, qui caractérisent le monde tel que tu le décris au prisme de la mondialité, mais dans le même temps, il y a des communautés qui se crispent, des identités, alors que ce soit des identités de refuge ou de combat ou de rejet ou de solidarité. Même on voit le mouvement des racisés
Ils s'appellent eux-mêmes comme ça en retournant le stigmate. Ou le mouvement MeToo, par exemple, qui sont... Alors, bien sûr, il y a ces identités de refuge ou de rejet, c'est pas pareil, mais c'est souvent le fait de dominer, historiquement. Mais ça reste des solidifications, des crispations, etc., qui sont un peu gênantes aux zones tournures, hein, aussi, pour d'autres gens. Et comment envisager ou penser ces crispations et ces solidifications quand on envisage le monde de manière très optimiste, je trouve, au prisme de la mondialité. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Rabelais, sur ce que tu fais avec Rabelais, là? Merci. Oui, il y a un phénomène relationnel. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de relations. La relation nous est imposée à tous. Donc, il y a un fait relationnel. Dans le fait relationnel, ce fait relationnel nous oblige d'une certaine manière à nous positionner face au fait que le monde est présent. D'abord, il est présent parce que des gens viennent de partout, il y a une circulation des individus, les autres langues, les dieux se rencontrent, les langues se rencontrent, les églises et les temples s'entrechoquent. Enfin bon, on a un fait relationnel. Dans ce fait relationnel, chacun se débrouille comme il peut. Alors, il y a ceux qui ont peur et qui vont entrer dans des processus rétractiles, identitaires, ma peau, ma langue, mon Dieu, mon église, mon drapeau, etc., ma nation, mes frontières. Ça, c'est normal. D'une manière générale, lorsque les cultures, les États-nations et les cultures imposaient une sorte de cadre rassurant, on avait sa langue, sa culture, sa peau, ses valeurs. Et quand tout ça est bousculé, effectivement, ça crée des oppositions rétractiles. Donc, plus tu vois la progression des xénophobies, des discours identitaires, des discours nationalistes, c'est que la relation est puissante, que la relation augmente. On sent bien que le monde est là. Et c'est vrai que la relation n'a pas de morale. On peut avoir ce genre de positionnement. En tout cas, les comportements dont tu parles sont des manières d'être en relation avec le monde. C'est la manière négative d'être en relation avec le monde. Alors, la difficulté avec la relation, c'est que dans ce fait relationnel, nous avons à construire quelque chose qui est déjà là. La relation est là, mais nous avons à construire un imaginaire relationnel sur des bases qui ne soient pas des bases de la peur, de l'insécurité, du rétractile, etc. Et tout ce qui est proposé par l'esthétique d'Édouard Glissant, ce sont des modalités d'une construction d'un imaginaire relationnel nous permettant de vivre le fait relationnel sans crainte, en tout cas sans mort et sans conflit. Et ça, c'est un gros travail de construction esthétique. Et là, l'art joue un rôle très important. Par exemple, on sait que dans le monde relationnel, qui suppose une plus grande mobilité des individus, il faut réactiver la question de l'hospitalité. Il faut que l'hospitalité qu'il y ait un droit mondial de l'hospitalité. Parce que si on n'a pas de droit mondial de l'hospitalité, on aura des gens qui vont continuer à mourir, puisque de toute manière, dans le monde relationnel, la mobilité va trouver un regain. Donc il y a tout un tas de dispositifs que nous devons construire aujourd'hui pour que la relation ne suscite pas les positions rétractiles. Donc le fait qu'il y ait autant de personnes qui se replient, qui se crispent, qui ont peur et qui se réfugient comme ça, qui ferment les portes et les fenêtres, c'est vraiment le signe que la relation est très forte et très puissante. Mais qu'elle reste à construire, quoi. C'est ça. Donc il faut des politiques culturelles, il faut tout un travail porté sur les individus, faire en sorte. En plus, c'est d'autant plus terrible que le système néolibéral a complètement détérioré l'individu. Et en détériorant l'individu, il met à mal la démocratie. Un individu qui est simplement un consommateur égoïste, replié sous son pouvoir d'achat et qui fait l'alpha et l'oméga de sa vie sous son pouvoir de consommer, a une telle détérioration spirituelle, culturelle, mentale, esthétique, que la démocratie donne ce que nous voyons, les populismes, Trump, toutes ces catastrophes électorales que nous voyons. Parce qu'à la base, l'individu est complètement détérioré. Donc on a tout un travail de politique publique pour faire en sorte que l'individu puisse véritablement être accompagné. Il faut prendre soin de l'individu et que dans les politiques culturelles, éducatives et universitaires, que l'individu ait la capacité de continuer son processus d'individuation et de devenir une personne. C'est le seul moyen de restaurer la démocratie. Et de permettre à ces gens de vivre leur rapport à l'autre et de vivre leur rapport à la diversité sur des bases qui ne sont pas des bases rétractiles.
Ah, Rabelais, ouais. Non, la situation de Rabelais, c'est... Je suis assez frappé de voir comment la stratégie narrative de Rabelais ressemble à la stratégie narrative du conteur créole. Le conteur créole, pour nous, est fondateur. Lorsqu'il prend la parole, il va inventer la parole collective, parce qu'au départ, il n'y a pas de parole collective, il y a une langue, mais il n'y a pas de parole. Donc, lorsque ce nouveau peuple composé d'Africains, de survivants amérindiens, de colons occidentaux, etc., lorsque la parole nouvelle va apparaître, c'est le conteur qui va commencer à la formuler, et il va mélanger les langues, il va mélanger les imaginaires, il va prendre des animaux africains, il va prendre des trucs amérindiens, il va rentrer dans une université, il est libre. Et le langage est absolument étonnant. Et Rabelais est pareil, il est dans une sorte d'appétit linguistique absolument incroyable. Il fait feu de tout bois, il est entre plusieurs langues, il les mélange, il crée des mots. Enfin bon, c'est tellement puissant. En plus, tous les phénomènes de répétition, d'accumulation, les surgissements de spirales, les sauts narratifs. Enfin bon, il y a toute une esthétique rabelaisienne qui est absolument étonnante. C'est un des grands, je dirais même qu'il était déjà dans la relation. Il était déjà dans la relation. Donc je fais le parallèle dans le livre que j'écris entre le conteur créole et Rabelais, et d'une certaine manière, pour un peu montrer qu'aujourd'hui, la stratégie narrative de Rabelais devait être celle des écrivains contemporains. Parce qu'on est à peu près dans la même situation. Toutes les langues du monde sont présentes, on n'a pas besoin de les parler toutes, mais on doit avoir ce désir imaginaire des langues qui doit nous inviter à un absolu linguistique. Rabelais n'avait pas d'absolu linguistique. Il avait véritablement un feu langagier absolument total. Et il faut que l'écrivain contemporain puisse retrouver ce feu langagier total. Donc on a beaucoup à apprendre de Rabelais encore. La relation, elle est aussi à faire... la détérioration est aussi avec les autres règnes du vivant, je pense. La relation, on en parle beaucoup en termes d'être vivant, d'être humain, mais je pense que la relation est totale, détérioration est aussi elle est totale, en lien avec les règnes, et tout va ensemble, tout est relié aussi, pas seulement au niveau humain. C'est presque la conscience écologique. La relation, dans un premier temps, c'est ce phénomène de relation entre les cultures et les civilisations. Comprendre qu'il y a plus à gagner dans le flux relationnel et les richesses. Notre culture contemporaine est une culture de culture. Notre civilisation est une civilisation de civilisation. Et ça, ce fait relationnel concerne toutes les cultures et toutes ces civilisations. Le fait relationnel concerne aussi les individus entre eux. Mais au-delà de l'humanisme vertical, le fait relationnel nous oblige à renverser l'humanisme. Au lieu d'avoir un humanisme vertical, il faut qu'on ait un humanisme horizontal qui retrouve une place dans le vivant, avec le respect, comprendre que l'humain n'est pas au-dessus du vivant et que le vivant n'est pas au service de l'humain, mais que nous sommes liés aux abeilles ou à toutes les petites bestioles, etc. Et que cet équilibre-là, il faut que nous retrouvions une horizontale plénitude du vivant. Donc c'est la relation à la nature. Pas seulement la relation à l'étranger, mais l'autre, c'est l'étranger, mais c'est aussi la nature, mais aussi les animaux. Il est absolument inadmissible aujourd'hui que les animaux industriels soient traités de cette manière. Donc on voit bien qu'il y a les droits des animaux commencent à émerger dans notre conscience. D'ici quelques années, on ne pourra pas faire n'importe quoi avec les animaux d'élevage. Donc on voit que la relation, c'est aussi une relation aux animaux. Mais la relation va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que notre conscience s'élève au niveau de la planète. Je me souviens quand j'étais petit, on avait toujours la map monde dans l'école, on voyait le monde dans une petite boule, etc. Donc l'horizon pour nous, dans l'esthétique de glissant de la relation, l'horizon pour nous, c'est de constituer notre grand désir d'être et de réalisation à une échelle qui est celle de la planète. Donc on rame encore à le faire, mais ce n'est qu'un objectif mineur par rapport à l'autre étape que nous avons à faire, qui est une relation à l'immense cosmos. Moi, je suis très, très attiré par tout ce qui est cosmologie. Je crois que dans les années qui viennent, on aura des découvertes absolument incroyables sur le cosmos. Et la nouvelle échelle dans laquelle nous devons commencer à penser notre imaginaire, c'est véritablement ce petit système solaire pris dans un vaste mystère qui est le cosmos. Et l'autre élément, c'est que la relation, l'ultime autre, au-delà du cosmos, l'autre, c'est l'impensable. C'est-à-dire que
l'altérité la plus terrible, la plus bouleversante pour nous. Avant, les gens étaient tellement dans des absolus culturels et linguistiques que quand ils voyaient un étranger, c'était le bouleversement effrayant. Maintenant, l'étranger ne nous bouleverse plus. Ce qui peut nous bouleverser de manière absolument incroyable, c'est l'impensable. Et quand l'impensable surgit, c'est là que la création surgit. On a besoin d'art quand l'art, c'est véritablement la réaction de la conscience humaine face à l'indicible, à l'inexprimable et surtout à l'en dehors de la pensée. Un philosophe, c'est pour moi d'abord quelqu'un qui est frappé par le fait que l'impensable existe et qu'il faut penser malgré tout. Donc il faut penser avec l'impensable. Et le lieu de vitalité créatrice se fait dans une confrontation avec l'impensable. Et c'est ça l'autre ultime. Et la relation, c'est aussi la relation à l'impensable. Sur ces paroles sublimes, je propose qu'on fasse une relation dans le temps, entre maintenant et dans une demi-heure. Ça vous va ? Merci.